Bonjour, Salut Alex, ça va bien? ça va très bien toi? Très bien, merci. Donc, je te pose trois questions concernant les compétences, compétences que j'ai lues. Donc, la compétence 6, dans l'optique, tu devras enseigner à des élèves présentant des difficultés d'apprentissage, d'adaptation encore à des élèves issus de milieux défavorisés. On en a parlé un peu dans le cours de DFT. De quelle manière prévois-tu adapter tes stratégies d'enseignement afin de prévenir l'apparition de comportements inappropriés, puis à long terme, qui pourraient avoir un effet, ou même à court terme, ait un effet négatif sur le climat d'apprentissage? Parfait, donc dans un premier temps, pour les élèves en difficulté d'apprentissage, je pense que c'est important, c'est vraiment de s'assurer de leur compréhension de la matière. Étant donné que c'est des élèves qui peuvent avoir de la difficulté à garder le rythme ou à garder la progression des apprentissages, ben c'est là, je pense que l'enseignant a vraiment son rôle à jouer puis à venir détecter où il y a des failles en termes de progression des apprentissages. Donc, pour ça, ben, je pense qu'il y a plusieurs approches que l'enseignant peut prendre. Dans un premier temps, on peut, juste quand on pratique l'enseignement, interroger les élèves, s'assurer qu'ils comprennent bien. Puis pas juste leur poser des questions, mais aussi leur demander de synthétiser la matière. Donc de faire des petits résumés. Puis des fois, dans mon stage, des fois, quand je détectais qu'il y avait comme un manquement à ce niveau-là, je demandais à un élève, OK, là on vient de parler de tel sujet, donc la Révolution tranquille, disons. Explique-moi dans tes mots c'est quoi la Révolution tranquille. Là, je leur demandais, fermez vos cahiers, puis là, essayez vraiment de me dire dans vos mots. Puis je pense que c'est là que c'est important, c'est vraiment de réaliser des petites opérations intellectuelles comme ça qui permettent aux élèves de vraiment se rappeler de quoi on parle, puis de vraiment s'assurer que les apprentissages ont été réalisés. Une autre technique que je pense qui peut être importante là, pour les élèves toujours en difficulté d'apprentissage, c'est de ne pas donner trop de matière du même coup, puis ensuite de réaliser des exercices, c'est de bien diviser ça de manière à donner un peu de matière, faire des exercices qui correspondent, puis toujours pour progresser dans cette optique-là. Donc, on ne veut pas tout donner d'un coup, puis ensuite faire tous les exercices qui correspondent, mais vraiment y aller graduellement. Je pense que ça, c'est important. Donc, ouais, si je les divise comme ça, pour les difficultés d'apprentissage, je pense que c'est vraiment ce que je pense pouvoir modifier dans ma pratique. Pour ce qui est des élèves en milieu défavorisé, là, ce que je pense qui est plus important, c'est vraiment d'avoir une bonne structure dans la classe pour que le climat de classe il reste propice aux apprentissages, évidemment. Fait que pour ce faire, des choses que j'ai pas nécessairement faites en stage, parce que j'avais pas des élèves issus majoritairement de milieux défavorisés, mais que j'aurais pu faire dans ce cas-là, c'est de vraiment établir clairement quelles sont les conséquences qui vont être admissibles par rapport aux comportements qui sont en classe. Donc de vraiment avoir une classe où le comportement doit être structuré. Donc si on parle trop, ben, on a telle conséquence. Ou si on participe bien, on a telle conséquence. Donc vraiment de mettre ça au clair pour pas qu'il y ait une trop grande liberté dans les comportements en classe. Toujours dans l'optique où les élèves ils prendre part à un climat de classe qui est vraiment propice aux apprentissages. Parce qu'on peut, on le sait, dans des milieux défavorisés, ben, ça peut être plus difficile à ce niveau-là. Parfait. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Oui, je pense que c'est assez complet. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est au début, tu me disais, dans l'optique parce que tu voulais synthétiser la matière, faire synthétiser la matière par les élèves, c'est que tu les gardes impliqués. Fait que là, tu évites peut-être des comportements plus perturbateurs aussi. Fait que ça, c'est une super bonne idée. Ouais. Donc, au niveau de la compétence 3, Ben, ou à moi, j'aimerais ça revenir juste Parfait. avec cette question-là. Il y a quelques éléments que je voulais rajouter. Si on revient aux élèves en difficulté d'apprentissage, mais ça correspond aussi à ceux issus de milieux plus défavorisés. Quand on sait qu'on a des classes composées majoritairement de ces élèves-là, on peut aussi essayer d'ajouter des éléments ludiques à nos planifications, puis les piloter de cette manière-là. Pas nécessairement parce que c'est nécessaire à la classe d'amuser les élèves, mais que si on inclut ça à nos planifications, ben on peut les motiver un peu plus. Puis aussi réduire un peu la charge cognitive des cours. C'est important parfois de pas leur bourrer le crâne trop, de garder ça dans garder un climat relax où ils sentent pas qu'ils sont à la course pour apprendre. Donc, si on ajoute des activités ludiques, du jeu, ou si on transforme des activités d'apprentissage en jeu, ben là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Puis, juste pour ajouter aussi aux conséquences que je parlais qui était important d'annoncer, si on avait des classes en majorité d'élèves issus de milieux défavorisés, ce qui est primordial selon moi, c'est d'être vraiment conséquent dans l'application de ces conséquences-là. Donc, c'est quelque chose que je pense que je dois travailler en tant que stagiaire de deuxième année. Des fois, c'est pas évident. On donne une conséquence à quelqu'un, puis là, on évalue la situation de quelqu'un d'autre, puis bon, nos conséquences sont pas conséquentes tout le temps. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Puis c'est quelque chose que j'aimerais travailler dans le futur, là, vraiment. Si
si j'indique qu'on donne ces conséquences-là pour tel type de comportement, ben bon. On les applique. On les applique à tout moment, exactement. Donc, au niveau de la compétence 3, la question c'était la suivante. Tout d'abord, les situations d'apprentissage élaborées par un enseignant devraient-elles être adaptées à chaque groupe auquel un enseignant enseigne ou bien être utilisées de la même façon dans chacun des groupes? Donc, pour résumer, en gros, c'est ce que je demande, c'est est-ce qu'on doit adapter selon les groupes nos situations d'apprentissage ou bien faire la même pour tous les groupes? Ben, facilement, je pense que c'est primordial d'adapter à chaque groupe nos situations. Tout ce qu'on conçoit, on doit l'adapter à qui on va l'enseigner. Puis de plus, je pense que dans le meilleur des mondes, on devrait adapter à chaque élève. Donc, si on y va dans cette optique-là, oui, c'est évident qu'on doit adapter à chaque groupe. Je pense que nous, en tant qu'enseignants, ben, on est dans une profession humaine où l'aspect humain puis les relations, c'est la clé dans notre profession. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être un bon enseignant ou un mauvais. Donc, si on planifie un cours sans prendre compte à qui on va le donner, puis sans considérer leurs particularités, ben là, on devient un peu un ordinateur qui va donner un cours, puis on n'a plus de différence avec un cours en ligne. Donc, moi, je pense que c'est primordial d'adapter, puis de vraiment considérer à qui on va donner ce cours-là. Puis, si on est capable de le faire, puis avec des années d'expérience, j'imagine on va être plus en mesure de le faire, c'est vraiment de l'adapter à chaque personne. Donc, si je sais que j'ai un élève qui est vraiment en difficulté d'apprentissage assis là, à ma gauche, ben je vais le questionner peut-être plus souvent. Mais si je sais que c'est un élève qui a des difficultés de communication, ben là, ça va peut-être être en privé qu'on va faire ces discussions-là. Puis, c'est vraiment ça. C'est vraiment de savoir les particularités des élèves ou des groupes si on a moins d'expérience, puis d'adapter nos planifications avec ça. C'est sûr qu'il y a des contraintes de temps, puis que, évidemment, on ne peut pas écrire sur nos planifications pour cet élève-là, on va faire ci, pour cet élève-là, on va faire ça. Donc, moi, ce que j'ai trouvé efficace, c'est de trouver une structure de cours qu'on va donner un peu plus ou moins de la même façon. Donc, il y a vraiment un tronc commun là, de notre cours. Disons que je donne le cours sur la Révolution tranquille, je reprends cet exemple-là. Ben, je vais avoir une structure qui va être la même pour mon groupe 46 ou mon groupe 43, disons. Sauf que si je sais que mon groupe 46 est extrêmement fort, ben, les éléments que je vais bâtir en périphérie de cette structure-là, là, ils vont être différents de ceux du groupe 43 qui, lui, est plus faible. Donc, ça peut être, si un groupe a de la difficulté à travailler en équipe, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon stage, j'avais mon groupe de réguliers qui avait beaucoup plus de difficulté à travailler en équipe. Il était beaucoup moins à la tâche quand il le faisait. Donc là, c'est sûr, je planifiais des activités qui se faisaient seules, ou du moins en petite équipe. On peut aller jusque-là. Puis il y a aussi juste les contraintes face aux moyens que les élèves ont. Ça peut être le matériel. Pardon. Avec mon coéquipier Marc, on a fait un caout. Puis dans une classe de santé globale, les élèves avaient les moyens, il y avait chacun un téléphone. Donc pour faire le caout, j'avais pas besoin d'aller planifier, d'aller chercher un laboratoire portable pour que chaque élève ait un iPad et puisse faire le caout. Donc là, c'est vraiment plus simple. Mais ça, c'est vraiment des éléments à prendre en compte une fois qu'on planifie là, les activités d'apprentissage. Parfait, je pense que ça répond très bien à la question. Pour ce qui est de la troisième et dernière question, compétence 8, il y a quand même quelques petites sous-questions, on va y aller en ordre. Dans cette optique, moi je disais, comment intégrer l'éthique de façon progressive dans tes futures situations d'enseignement et d'apprentissage ou le réserves-tu une place plus restreinte? Bref, comment est-ce que toi tu penses intégrer l'éthique, les utiliser dans tes prochains stages, puis même dans ta future carrière? Comment est-ce que tu vois ça? Ce que tu as peut-être pu voir avec mon autoanalyse, ma compétence, c'est que j'étais un peu sceptique à l'idée de l'intégration de l'éthique, mais j'aimerais ça juste nuancer ce point-là. Oui, je pense que l'éthique, peuvent offrir beaucoup dans les classes, mais comme je l'ai précisé dans mon analyse de compétences, c'est que il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce que l'éthique va nous permettre de présenter, puis pas nécessairement sur qu'est-ce qui est l'éthique en général. Si je reprends l'exemple du caout qu'on a fait, c'est un quiz questionnaire, un peu, ça pourrait se faire à la méthode papier. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les questions qui ont été ajoutées à ce quiz-là. Donc, c'est Marc qui avait conclu les questions, puis il avait fait des bonnes questions qui révisaient bien la matière. Là, dans cette situation-là, oui, c'est intéressant d'utiliser l'éthique, donc le caout, parce que les élèves, ils vont vraiment réviser la matière. Mais si on fait un tic avec des questions faites rapidement, juste pour pouvoir faire le questionnaire, juste pour que les élèves s'amusent, ben oui, les élèves, eux, ils vont dire qu'ils vont apprécier ça, mais est-ce que ça va vraiment les avoir aidés dans l'optique du cours? Ça sera pas pertinent pour le cours, exactement. Donc, pour le futur, comment je souhaite intégrer l'éthique? Ben, premièrement, je souhaite développer ma capacité à pouvoir détecter en quoi
le TIC est intéressant, puis quels avantages pédagogiques ou didactiques il peut offrir dans le contexte d'une classe. Ça, c'est quelque chose que je trouve important de faire parce que on se fait aussi offrir beaucoup de TIC, ils ont beaucoup de propositions, vous pouvez prendre tel programme, puis ils sont tous super intéressants sur papier. Mais je pense que chaque personne individuellement doit considérer ces TIC-là, puis regarder, bon, mais ça, non, moi j'utiliserai jamais ça, ça va pas dans ma pratique, ou ça non plus. Celle-là, oui, peut-être, surtout on enseigne tous des cours différents, puis c'est pas tous les mêmes TIC qui peuvent être utiles dans chaque cours. Si en géographie, il y a quelque chose qui est intéressant, on n'est pas contraint de le réutiliser dans une classe d'histoire, évidemment. Donc, vraiment, à ce niveau-là, j'aimerais ça intégrer les TIC le plus possible, toujours dans la mesure où ils sont vraiment intéressants, efficaces, puis où je me concentre pas sur le contenant, mais bien le contenu. Donc, ce qui permet d'offrir, puis pas nécessairement l'utiliser parce que c'est un TIC. Parfait. Écoute, je peux pas aborder la compétence 8 ni l'éthique sans aborder l'iPad. Avec l'expérience que j'ai, j'étais un peu vendu. Donc, je te pose la question suivante. Que penses-tu de l'utilisation du iPad dans la pratique de l'enseignant? Est-ce que tu dois utiliser ça prochainement? Parfait. Ou du moins l'essayer. Ben, moi, je pense que c'est super intéressant comme question. Le iPad, ben, c'est quelque chose d'assez général. Donc, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Puis toi, je sais que tu l'as vraiment utilisé en tant qu'enseignant à l'avant de la classe, puis que tu as vraiment apprécié ça. Puis, j'ai pas eu la chance de le faire, mais je suis quelqu'un qui a quand même de l'aisance avec la technologie. Donc, je suis certain que j'aurais apprécié aussi l'expérience avec un iPad. Je pense que ça peut offrir beaucoup, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon plus spontanée. Puis pour ça, oui, c'est intéressant. Si on est capable de le faire aisément puis de le faire naturellement en devant de la classe, je pense que là, ça devient intéressant. Donc pour l'utiliser, je pense qu'on a aussi nécessairement besoin d'un peu de pratique avant de l'utiliser pour qu'on n'arrive pas devant la classe puis qu'on ne perde pas du temps parce qu'on veut utiliser l'iPad puis montrer aux élèves que, regardez, j'essaie d'intégrer des choses que vous connaissez, tu sais, puis pas de juste le faire parce qu'on pense qu'eux, ils ont grandi avec des iPads partout, tu sais. Là où je pense qu'il peut y avoir un danger, puis que ça reste à la personne qui l'utilise de se protéger de cette manière-là, c'est vraiment de ne pas être forcé de faire tout ce que l'iPad propose parce qu'on a l'iPad. Donc, tu sais, l'iPad, il y a plein de fonctionnalités, mais ils sont pas toutes intéressantes pour la classe du secondaire. Fait qu'il faut pas entrer dans le mode où, ça, je pourrais le faire sans iPad, mais là, je vais le faire avec mon iPad parce que je veux m'habituer à l'utiliser. Il y a des choses qui vont tout le temps mieux se faire dans le contact humain, dans le contact direct, puis on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser l'iPad pour toutes ces choses-là. Fait que je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. À chaque fois qu'on utilise des TIC, finalement, il faut faire la part des choses dans... oui, les TIC peuvent être intéressants, ils peuvent aller chercher l'attention des élèves, ils peuvent les motiver, mais il ne faut pas penser qu'on est obligé de les utiliser parce que les jeunes vivent dans une réalité nouvelle. Ça reste que les jeunes, les études le montrent, je pense qu'on en parle avec Mathieu Petit, les jeunes n'apprennent pas mieux dans les classes où les TIC sont vraiment encouragés que dans les classes où ils ne le sont pas. C'est pas... Puis il y a de l'investissement des parents là-dedans aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est pas tous les enfants qui peuvent bénéficier de ça. Effectivement, ouais. Si on revient à la planification, comment on doit les adapter pour les classes, c'est la même chose avec les TIC. Je veux dire, on peut pas demander à tous nos élèves de faire un travail sur un iPad s'il y en a 5 dans la classe qu'il y en a un à la maison. Puis il faut faire attention aussi de penser que les élèves sont plus productifs avec les iPads ou avec les ordinateurs parce que j'ai lu un peu sur ça, puis c'est pas nécessairement vrai qu'ils sont plus productifs. Ils font plus de choses, mais ils font moins longtemps. Puis, donc, c'est la part des choses à faire quand on vient à l'utilisation des TIC. J'ai une dernière question. En fait, elle est peut-être un peu ambiguë, mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir, que j'ai aussi lu là-dessus. C'est de savoir, est-ce que pour toi, l'éthique, l'utilisation des TIC dans la pratique enseignante, ça peut représenter une double tâche? C'est-à-dire que dans l'optique où est-ce qu'on peut utiliser un TIC, mais qu'il faut toujours prévoir un plan B, comme moi, par exemple, dans mes SAE. Donc, il fallait que je prévoie un document papier que j'aurais pu passer à la base, puis le travail se serait fait de façon très efficace, mais je voulais absolument utiliser les TIC. Donc, j'ai incorporé les TIC. Donc, tu comprends que j'ai fallu que je fasse comme un peu 2 fois le travail. Ça, c'est mon exemple à moi, mais toi, est-ce que tu penses finalement que utiliser les TIC dans la pratique enseignante, c'est une double tâche pour l'enseignant? Ben, j'irais pas jusqu'à dire que c'est une double tâche, malgré que c'est pas faux, parce que oui, on peut pas juste se fier sur les technologies pour donner nos cours, parce que bon, ça t'est sûrement arrivé, moi ça m'est arrivé une fois que je suis arrivé, puis il y avait plus de Wi-Fi. Fait que là, qu'est-ce que je fais rendu là? Je dois trouver des alternatives. Donc, c'est évident que pour ça, il faut tout le temps planifier des activités de rechange.
Mais c'est un peu la même chose pour chaque chose qu'on va planifier, veut pas. C'est sûr que si on a des documents papier, on est plus sûr de pouvoir les transporter jusqu'en classe. Mais il faut toujours planifier plus que pas assez. Puis peu importe l'activité qu'on va faire, si on reste pas dans le manuel de l'école, ben on va tout le temps en faire plus. Si on veut faire des choses nouvelles dans la classe, ben il va tout le temps falloir en faire plus. Donc, je pense pas qu'il faut se mettre dans cette idée-là que pour utiliser des TIC, je dois en faire 2 fois plus, fait que je le ferai pas. Je pense que n'importe quoi que l'enseignant veut diriger dans sa classe qui sort un peu de l'ordinaire va lui demander plus de travail. Puis je pense que ça fait partie aussi de la profession, puis ça fait partie du métier d'enseignant, de se dire que je veux proposer des choses intéressantes à mes élèves, donc je vais en faire un peu plus. Okay. Donc c'est pas quelque chose pour moi qui me bloquerait, malgré que c'est pas faux qu'il faut vraiment considérer une activité de rechange à chaque fois qu'on utilise des technologies. Donc c'est un excellent point par exemple que tu apportes. Parfait. Ben écoute, ça fait le tour. Je sais pas si tu as des questions ou... Je pense qu'on a bien fait le tour. On a fait le tour. Good, merci beaucoup.